Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici, on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Et dans ce premier épisode, on va parler des New York Knicks. Depuis plusieurs saisons maintenant, les Knicks sont une place forte de la conférence Est. Ils sortent notamment d'une finale de conférence, cette défaite face aux Pacers la saison dernière. Cette saison, encore, les Knicks ne dérogent pas à la règle. Ils font toujours partie des favoris de la conférence Est. Ils sont d'ailleurs les favoris numéro 1 de l'Est depuis le début de saison, du moins selon les bookmakers, l'équipe de l'Est qui devrait aller en finale. Au moment où on enregistre ce podcast, le 7 janvier, les Knicks sont 3e de la conférence Est, 23 victoires, 13 défaites, mais cette grosse défaite, une grosse désillusion même à Détroit, une défaite de 31 points, 4 défaites de suite pour les Knicks, une série qui est inquiétante, un contenu aussi qui est inquiétant, il y a un gros coup d'arrêt depuis la NBA Cup. Est-ce que c'est dû à la fatigue? Est-ce que c'est dû aux blessures? Est-ce que c'est dû à quelque chose de plus profond? Il faut même poser toutes les questions. Je vais poser la question qui va être le fil rouge de ce podcast. Est-ce que les New York Knicks sont réellement des candidats au titre? Alors il y a eu de gros changements aux Knicks, notamment les arrivées de Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele, mais pour moi le plus gros changement à New York, c'est le coach. Tom Thibodeau s'est fait virer malgré une finale de conférence atteinte. Cette défaite face aux Pacers a été celle de trop pour lui et les dirigeants new-yorkais ont préféré dire stop. Tom Thibodeau s'est fait remplacer par Mike Brown. Mike Brown est arrivé pour révolutionner le jeu de New York et je pense que c'est en train d'être fait. Son objectif principal à Mike Brown est clair, se coller à la pace and space era, c'est-à-dire jouer plus rapidement, avec plus de variété, des responsabilités offensives aussi qui sont plus partagées et beaucoup de tirs à 3 points qui sont pris et créés énormément même. Cette saison, les Knicks sont passés, écoutez bien, de la 27e à la 3e équipe qui se crée le plus de catch and shoot à 3 points par match. New York est également passé de la 27e place à la 4e place en fréquence de tirs à 3 points par match. Ils prennent 44% de leurs tirs derrière l'arc. Donc c'est énorme. Et ça, c'est l'un des points principaux, l'un des axes principaux de Mike Brown depuis son arrivée. Mais revenons à notre sujet. Je le disais, les Knicks sont en difficulté depuis la finale de la NBA Cup. On va le voir en chiffres. Depuis cette victoire face aux Spurs à Las Vegas, les Knicks, c'est 5 victoires et 6 défaites. Donc bilan négatif. 119,6 points marqués, 120 encaissés. 45,5% au tir, seulement le 24e total de la ligue. 120 de defensive rating, seulement le 26e de la ligue, moins 2,2 de net rating, seulement le 20e. Donc on voit aussi que statistiquement, les Knicks sont dans le rouge. Alors bien sûr, l'échantillon de match est très court, seulement 4, et ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais c'est symbolique, parce que les leaders de l'effectif n'ont pas nié qu'il y a un problème, un vrai problème qui existe en ce moment dans le jeu. Je parle des leaders de l'effectif, de Jalen Brunson, de Karl Anthony Towns, j'en parlerai juste après, mais je voulais d'abord aborder Mikal Bridges, qui est en train, selon moi, de vivre un gros coup de mou cette saison, je le trouve en dessous en ce moment. Mikal Bridges, alors certes, il est en train de vivre un autre rôle, il a plus de responsabilités offensives, il est notamment utilisé en deuxième porteur de balle, mais il est plus en vue du côté du terrain, mais il est un petit peu en difficulté en ce moment, que ce soit dans son impact et dans ses statistiques. Je parlais de Karl Anthony Towns juste avant. Pour moi, il y a un gros dilemme autour de Karl Anthony Towns. Il y a eu des difficultés avec Mike Brown en début de saison. ESPN annonçait justement que il y avait certaines incompréhensions entre le coach et son pivot, notamment autour de son rôle. Mais toujours, selon ESPN, désormais, ils sont sur la même longueur d'onde. Mais je pense qu'il y a toujours une incertitude autour de son rôle. Offensivement, il est beaucoup plus playmaker, mais il est moins impactant de ce côté-là du terrain, et ça reste toujours un poids en défense. Alors pour Karl Anthony Towns, c'est sa 11e saison à NBA, mais c'est l'une de ses pires saisons statistiquement. Écoutez bien ces chiffres. 47% de réussite au tir, c'est son plus faible total en carrière. 35,6% de réussite à 3 points, c'est son plus faible total depuis 10 ans. 14,5 tirs pris par match, son plus faible total depuis 8 ans. 2,8 passes décisives par match, son plus faible total depuis 8 ans également.
0,6 contre par match, son plus faible total en carrière, et même en termes de temps de jeu, 32,5 minutes par match, c'est son plus faible total depuis 10 ans. Donc il y a un vrai problème autour de Karl Anthony Towns, hein. On le sait, c'est un joueur qui est clivant, c'est un joueur qui peut un soir te sauver, un autre soir qui peut te couler. Karl Anthony Towns, c'est un nom qui est beaucoup revenu dans les rumeurs de transfert, notamment autour de Giannis Antetokounmpo. Il était pas mal annoncé du côté de Milwaukee, ou du moins il était dans pas mal de mock trades des fans des Knicks, hein, pour l'envoyer du côté de Milwaukee en échange de Giannis Antetokounmpo, mais je pense personnellement que ça ne se fera pas. Karl Anthony Towns est un asset beaucoup trop dur à bouger. Déjà, il a un gros contrat, il prend plus de 53 millions l'année, et en plus de ça, il a malgré tout un statut. C'est la deuxième option offensive des Knicks, et même s'il vit un moment qui est compliqué, c'est pas le seul fautif. Voilà, Karl Anthony Towns n'est pas le seul fautif de cette situation aux New York Knicks. C'est une situation qui est collective, notamment en défense. Ça me permet d'arriver sur ce point-là, la défense, qui est pour moi le point rouge principal de ces New York Knicks, et c'est le cas depuis le début de la saison. Il y a une irrégularité qui est collective. Pas d'efficacité en défense sur transition notamment, c'était ce que Mike Brown avait évoqué, ce qui lui frustrait le plus, c'est que les Knicks n'étaient pas assez efficaces collectivement en transition. Alors les Knicks n'ont pas besoin d'être une défense élite, et de toute façon ne pourront jamais l'être, parce qu'avec Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, tu ne peux pas construire de défense élite. Mais les Knicks ont juste besoin d'être une défense correcte. Et ça n'est pas le cas non plus. La défense donc est pour moi le plus gros problème des Knicks cette saison. Alors comment peuvent-ils jouer le titre en étant aussi mythes de ce côté du terrain? On va en parler tout de suite avec notre invité. Mon premier invité, donc, c'est Baptiste qui tient le compte Twitter @pennybergkamp. Je suis très content de l'accueillir. Salut Baptiste, comment ça va? Bah écoute, salut tout le monde. Très content d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. C'est vrai que bon, 2026, nouvelle année, ça va bien, même si les Knicks n'ont pas encore pris de bonnes résolutions, on va dire. Justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. C'est New York Knicks. Alors, il y a une saison des Knicks, on peut avoir du mal à la comprendre. Est-ce que c'est une bonne saison? Est-ce que c'est une saison correcte? En tout cas, il y a les résultats qui sont là, il y a quand même un bilan qui est bon, mais depuis cette finale de NBA Cup qui a été gagnée, les Knicks, ils sont plutôt sur une phase descendante, 3 défaites de suite. Au moment où on tourne ce podcast, on est le 5 janvier, donc les Knicks là vont se déplacer cette nuit à Détroit, donc on verra s'ils mettent fin à cette série de 3 défaites. En tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, les Knicks sont sur 3 défaites de suite. Déjà, je vais te poser déjà une première question. Comment on peut expliquer ces difficultés récentes des Knicks? Quelles sont les raisons pour toi? Je pense qu'il y en a plusieurs. La première, la plus simple, c'est la fatigue. Avec la NBA Cup, ils ont joué un match en plus. Ils ont eu énormément de blessés, il faut le dire aussi. McBride, Josh Hart, Karl Anthony Towns a commencé la saison blessé. Mitchell Robinson, OJ Anunoby a été blessé. Qui est-ce que j'oublie? Grosso modo, tout le monde a été blessé à un moment dans la saison. Et Landry Shamet aussi est blessé actuellement. Donc je pense qu'il y a le côté blessure, usure. Il y a le côté aussi où ils ont joué énormément de matchs depuis la NBA Cup. Ils n'ont jamais eu plus de 2 jours de repos depuis la finale, donc depuis maintenant 3-4 semaines. Donc c'est quand même quelque chose qui compte aussi. Et après, il y a aussi l'aspect où je pense que du coup, il y a aussi un aspect où les équipes, il y a eu un peu l'effet de surprise avec Mike Brown. Les défenses adverses et les attaques adverses commencent à s'adapter un peu et sont peut-être aussi un petit peu mieux préparées. Et ça a été aussi des défaites assez serrées la plupart, où la pièce était tombée du bon côté en finale de NBA Cup, à Noël, et elle tombe un peu de l'autre côté désormais. Je suis à peu près d'accord avec cette analyse, mais il y a un point moi que je voulais vraiment aborder, et j'en ai parlé déjà en première partie de ce podcast, mais moi ce qui m'interpelle c'est la défense. Il y a des difficultés défensives pour moi qui me sautent aux yeux et qui sont évidentes. Depuis la NBA Cup, là je vais te sortir des stats. Depuis la NBA Cup, donc les Knicks ont joué 10 matchs. C'est 116,6 points marqués pour 120 points encaissés, donc ils encaissent plus de points qu'ils n'en marquent. Ils encaissent, sur les 5 derniers matchs, ils encaissent 122 points sur 100 possessions. C'est le 4e plus mauvais total de la ligue. Comment tu expliques ces difficultés défensives selon toi? T'as joué les bonnes équipes. Je pense que déjà t'as joué plutôt des bonnes équipes. Par exemple, les Sixers au complet. C'est une super équipe, c'est une super attaque. 5 out autour de Joel Embiid, c'est
dur à défendre, ou en tout cas compliqué à défendre. Et après, du côté des Knicks, t'as quand même, faut le dire, t'as un monde avec et un monde sans Mitchell Robinson. Et en fait, pour moi, la défense des Knicks, je crois que je l'avais dit un peu en début de saison, est bonne, mais n'a absolument aucune marge d'erreur. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait Mitchell Robinson, il faut qu'il y ait Josh Hart, il faut qu'il y ait OG Anunoby, il faut qu'il y ait Michael Bridges, et il faut tous qu'ils soient à peu près concentrés, parce que dès que tu as le mauvais joueur à la mauvaise position, eh ben, tu n'as aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que dès que Mitchell Robinson est au périmètre, tu sais quasiment que ça va faire panier, parce que derrière, en second rideau, tu n'as pas d'autres protecteurs de panier. C'est soit Karl Anthony Towns, soit Jalen Brunson. Et l'autre raison, c'est que je trouve sur les derniers matchs, les équipes se sont mises vraiment à beaucoup cibler Towns et Brunson, et les deux ont été relativement mauvais, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Parce que justement, je voulais rebondir dessus. Est-ce que pour toi, je vais poser la question c'est un petit peu la question fil rouge de ce podcast, mais je vais te poser la question telle quelle. Est-ce que pour toi aujourd'hui, avec cette défense, les New York Knicks sont vraiment des contenders dans l'élite, sont capables de battre OKC par exemple? Faut aussi dire qu'on voit une défense qui est beaucoup plus proactive que l'an dernier. Mike Brown tente énormément de choses. Et il tente des schémas plus agressifs, il tente aussi pas mal de zones, il tente des couvertures qui viennent un peu d'Europe, mais que lui avait aussi un peu essayé d'amener déjà à l'époque des Warriors, où c'est-à-dire on fait, bon, on va pas rentrer dans l'ultra détail, mais du peel switch ou des choses comme ça. Tout ça c'est fait pour cacher Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Il y a eu des matchs où ça marche. Après, les Knicks n'ont pas besoin d'être une défense d'élite. Le pari de cette équipe, c'est que c'est une défense qui doit être top 12, 10-12 et une attaque qui doit être top 3. C'est comme ça qu'ils font leur beurre. Pour moi, c'est un peu une réponse de Normand et donc tu vas pas forcément apprécier, mais pour moi, c'est un peu tout dépend du match-up. Le match-up en finale va dicter beaucoup de choses. En finale ou même avant, le match-up va dicter beaucoup de choses. Dans la théorie, j'ai quand même envie de croire que oui, les Knicks ont montré quand même que quand ils étaient au complet, ils étaient quasiment top 10 défense. Donc, il y a actuellement une mauvaise passe, mais on espère encore pour l'instant que ce n'est qu'une mauvaise passe. Moi, je vais peut-être donner mon avis, je me permets de donner mon avis, mais en tout cas, de ce que je vois, même s'il y a un 5 majeur avec le 5 majeur des derniers matchs, là, avec Josh Hart en poste 4 et 4 en poste 5, où les Knicks ont su gagner des matchs, je pense qu'à terme, les Knicks vont devoir repasser sur un 5 majeur avec Karl Anthony Towns en poste 4 pour avoir une couverture derrière lui. J'ai vraiment du mal à voir ces Knicks aller au sommet, atteindre le Graal, qui est le trophée Larry O'Brien, avec Karl Anthony Towns en poste 5. J'ai rien contre Karl Anthony Towns, c'est un super joueur sur le plan offensif, il est capable de faire, d'apporter énormément, et d'ailleurs, là, il a manqué, notamment pour moi, il a manqué dans le match face aux Hawks, où les Knicks ont eu vraiment beaucoup de difficultés offensives, et je pense que Kat aurait apporté beaucoup, mais sur le plan défensif, il est trop pénalisant, à mon avis. Ouais, tu vois, le match contre les Sixers, il y a quand même des phases qui sont assez inquiétantes, dans le sens où, début du troisième quart-temps, les Sixers ont joué 8 fois de suite le même système. Ouais, Alors, il y a 2 fois de suite où j'allais t'en parler de ça. il y a eu 2 fois de suite où c'était, enfin 2 fois où c'était, il y a eu une faute, donc ça n'a pas directement compté dans le box score. Mais en gros, ils l'ont joué 6 fois de suite, sans qu'il y ait de faute ou quoi, et ça a à chaque fois mené à un panier. Et en fait, ce système, pour pas rentrer dans le détail, il est fait pour cibler Karl Anthony Towns off-ball, c'est-à-dire pas forcément sur le ballon, mais plus loin du ballon parce qu'il fait pas bien les rotations, il sait pas naviguer les écrans, il sait pas gérer ses timings, etc., etc. Et donc, c'est assez rare qu'une équipe joue 6 fois de suite, 8 fois de suite même, le même système. Et les Sixers l'ont fait, et parce que la porte d'entrée est tellement grande que c'est assez flagrant. Après, juste pour rebondir, je sais pas si tu me permets, mais il y a une petite stat, tu vois, qui est assez intéressante. C'est que en termes de différentiel par 100 possessions, donc littéralement le net rating, qui est souvent le meilleur indicateur pour dire si une équipe est bonne ou pas, et même plus que le nombre de victoires-défaites. La line-up avec Josh Hart dans le 5, elle a plus 3, donc c'est mieux que 49% des line-up NBA, donc c'est plutôt moyen. Et en fait, on se rend compte que si on remplace Josh Hart par McBride, en fait, l'attaque explose complètement
et ça devient plus 21 points de différentiel par 100 possessions, et avec une défense qui est pas forcément meilleure, hein. C'est juste que je pense qu'au-delà de Karl Anthony Towns en poste 5, c'est Karl Anthony Towns en poste 5 et Josh Hart dans le 5 qui ne marche pas forcément. Euh, mais McBride, ça va être une option beaucoup plus offensive avec 5 bons shooters. Là où, tu vois, avec Mitchell Robinson, c'est aussi une option intéressante. Tu es à plus 24 points par 100 possessions avec Mitchell Robinson. Mais parce qu'en fait, c'est des line-up qui se complètent beaucoup mieux. Et pour moi, ça a été déjà le problème l'an dernier. Et l'utilisation est peut-être meilleure cette année, mais le problème de fond reste le même. C'est que Josh Hart et Karl Anthony Towns ne sont pas du tout complémentaires, quoi. Et aussi dans ses difficultés défensives, on l'a pas beaucoup évoqué, mais il y a le banc. Pour moi, il y a un joueur sur le banc, un joueur que j'aime beaucoup personnellement, qui est Jordan Clarkson, qui est capable de très bien défendre. On l'a vu notamment en NBA Cup face au Magic, où il a été très bon sur ce plan-là. Mais j'ai vu une stat récente où il fait partie, là sur les derniers matchs, des 10 pires défenseurs on-ball, en 1 contre 1. Et ça aussi, c'est une stat qui m'interpelle parce que un joueur comme Jordan Clarkson qui a beaucoup de minutes, qui quand même depuis longtemps dans la ligue, qui doit apporter aussi quand Brunson, quand Bridges, Anunoby sont sur le banc, il apporte pas sur le plan défensif et ça pénalise aussi les Knicks pendant leurs minutes sans leur titulaire. Et il y a aussi voilà, je pense que peut-être que le banc doit faire mieux, peut-être que le banc doit faire plus. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Bah, pour le coup, je vais quand même attendre qu'il y ait tout le monde au complet et que les rotations soient vraiment organisées. Avec McBride, Josh Hart, Landry Shamet, Tyler Kolek, tout ça qui sort du banc. On verra qui joue et à quel moment. Mais c'est sûr que, après, je pense que l'apport de Jordan Clarkson, c'est surtout que c'est un joueur qui a des hauts et des bas, et je pense qu'il le savait, et il le savait au moment où ils l'ont pris, et ça a été le cas toute sa carrière. Euh, le match de Noël, il te sauve. D'autres matchs, il va te plomber. C'est un peu la définition du joueur. Après, sur l'aspect vraiment défensif, je dirais que c'est pas là où je l'attends. Je trouve que là où le banc était intéressant d'un point de vue défensif, c'est quand tu arrives à avoir en fait un des deux, Towns ou Brunson, qui sort. Et du coup, tu vas avoir McBride qui est un très bon défenseur du point d'attaque. Donc, tu vas avoir besoin de faire moins d'aide. Et à côté, tu n'as que des défenseurs qui sont concentrés avec même Tyler Kolek, Landry Shamet, Josh Hart quand il est là, Mitchell Robinson, etc., etc. Donc, j'avoue que c'est un peu, pour l'instant, une zone un peu, une zone d'ombre, mais c'est quelque chose qui est assez. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est en dents de scie, on va dire, le banc des Knicks. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est un dents de scie parce que bah il y a des absents. Bon, Josh Hart au moment où on parle est toujours absent. C'est annoncé encore une semaine. Landry Shamet est toujours absent. On n'a pas encore de date de retour définie. Landry Shamet était très bon hein, en début de saison quand il jouait. Donc à voir quelles seront les rotations. Mais on a pu voir des joueurs comme Mohamed Diawara, comme Kevin McCullar qui ont eu quelques minutes, qui ont été très bons pendant ces minutes-là. Ariel Luc Porti qui a quand même apporté plus ou moins avec quelques minutes qu'il a eu. Même des joueurs comme Trey Jemison qui ont pas beaucoup joué mais qui ont su apporter un petit peu. Je vais aller un petit peu plus large sur ce banc-là. Est-ce que les Knicks ont besoin d'un renfort supplémentaire? Est-ce que les Knicks ont besoin de faire un trade d'envergure d'ici la trade deadline pour aller peut-être chercher un défenseur supplémentaire, peut-être aller chercher un pivot, peut-être aller chercher un ailier? Je pense que les Knicks, pour moi, si je peux me permettre de donner mon avis, je pense que les Vas-y, Knicks vas-y. ont besoin d'un ailier supplémentaire, en fait, un ailier fiable. Je pense que tu peux faire un package intéressant en sacrifiant Gershon Yabusele, pas comme Dadier qui ne joue pas, peut-être en donnant Ariel Porti Hmm. dans la balance. Je sais pas, mais je pense que tu peux donner un package intéressant pour aller chercher un ailier défenseur. Ouais, donc toi, tu irais plus sur ce profil-là, quoi. Ce profil un Ouais, peu. hmm, parce qu'on sait que Anunoby, enfin moi je le trouve un peu injury prone, même si voilà il se blesse pas non plus énormément, mais il s'est déjà pas mal blessé. Josh Hart se blesse beaucoup. Bon, Michael Bridges est très fiable physiquement, mais voilà
quand Giannunobi sera absent, quand Josh Hart sera absent, quand ils auront des coups de moins bien, parce qu'en ce moment, je trouve que Michael Bridges a un coup de moins bien des deux côtés du terrain, bah peut-être que les Knicks auront besoin d'un peu de fraîcheur sur le banc, Et d'une tu penses fraîcheur. pas que ça puisse être Landry Shamet? Je pense que ça peut être Landry Shamet, mais je pense qu'il y a besoin encore d'un profil un peu plus grand en fait, un joueur un peu plus long, Hmm. un ailier. Landry Shamet me paraît un peu petit pour défendre des postes 3-4. Je pense qu'il faut aller chercher je sais pas, un Najee Marshall par exemple. Najee Marshall serait très bien. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est un peu la question. Moi, il y en a un que j'aime bien aussi parce qu'il pourrait même apporter un peu de création aussi, c'est Sadiq B. Ouais. Mais Mm. encore une fois, je pense que ça va dépendre des opportunités de marché. Et après, il y a un autre sujet pour moi qui est un très 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 gros sujet des Knicks et ce depuis le trade de Karl Anthony Towns. C'est devenu limite le joueur essentiel de cette équipe. C'est Mitchell Robinson. Ouais, carrément. Et parce qu'en fait, faut bien comprendre que sans Mitchell Robinson, t'as pas de protecteur de cercle en fait. Donc quand il arrive, il y a un peu tous les schémas qui changent et qui s'orientent autour de lui, même si il n'est pas toujours parfait. Et puis et donc c'est un peu lui qui te permet de jouer la double big lineup. Et offensivement, c'est un joueur tellement unique qui apporte une telle gravité au rebond offensif que c'est un sacré boost aussi à cette équipe parfois sur certaines séquences. Justement, face à des équipes qui vont faire beaucoup de switch défensivement, bah en fait, c'est un peu un mec qui dissuade les switches et ça peut paraître bizarre parce qu'il n'a pas le post-up, mais en fait, s'il a un plus petit que lui, bah, il va le manger au rebond et donc c'est un peu un joueur important. Après, c'est vrai qu'il se blesse tellement, enfin, il se blesse tellement souvent que la question c'est est-ce que tu peux le faire confiance. Est-ce que tu as envie de lui faire confiance sur une série de playoffs? Il va sans doute se faire hack aussi. Donc en gros, si les neurones ne sont pas bien connectés, il n'est pas jouable en playoff. Et on l'a vu sur certains matchs face aux Celtics. Et le truc étant, est-ce que tu lui fais confiance pour être surtout en santé pour, en théorie, au moins 2 à 3 séries de playoffs, quoi. Mm. Au moins. Et c'est vrai que moi, plus le temps passe, plus je me dis, il y a peut-être des opportunités de marché où faut peut-être pas attendre qu'il soit en fin de contrat et le perdre pour rien. Et peut-être utiliser son contrat et peut-être des seconds pics de draft et peut-être un jeune comme pas comme Nadier pour aller chercher une upgrade qui est peut-être pas aussi monstrueuse de rebond offensif, mais qui peut être à peu près pareil. Par exemple, tu vois, à Dallas, il y a Najee Marshall. À Dallas, il y a aussi un Et il y a Daniel Daniel Gafford, par Gafford. exemple. Mm. Ah oui, Ouais. qui je pense même d'ailleurs défensivement est meilleur que Mitchell Robinson, mais, mais je pense que c'est surtout sur le côté fiabilité quoi qui ferait du bien. Voilà, ouais, c'est sûr. Même un joueur que j'aime beaucoup, c'est Nick Claxton aussi. On a déjà eu affaire avec les Nets pour Michael Bridges, peut-être essayer de leur passer un coup de fil. Je pense que, je sais pas, Ouais, mais peut-être aller chercher un Nick Claxton, j'aimerais bien aussi. Enfin, c'est ouais. un Après, profil que j'aime bien. j'aime beaucoup, mais je crois qu'il gagne beaucoup d'argent aussi. Je crois qu'il va Oui, rentrer dans sa prolongation. Donc je pense oui, que il me c'est un peu semble aussi. plus compliqué, mais ouais, c'est un super profil, ouais. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, bah, c'est évidemment la grosse nouveauté cette année au Knicks, c'est le coach. C'est Mike Brown. On a vu énormément de changements, que ce soit dans la méthode, que ce soit dans l'approche, que ce soit même dans la personnalité par rapport à Tom Thibodeau. Toi, qu'est-ce qui t'interpelle le plus avec Mike Brown là, au moment où on parle, on est au 5 janvier, on est quasiment au tiers de la saison. Les Knicks sont en 23-12, donc on passait la barre des 30 matchs joués. Deuxième de la conférence Est malgré tout. Hein, on parlait beaucoup en mal sur cette défense des Knicks, mais malgré tout, le bilan est là, les résultats sont là malgré tout. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus de ce début de mandat de Mike Brown sur le banc des Knicks? Bah, c'est dur de dire autre chose. De dire autre chose que l'attaque, je sais pas ce que t'en penses, mais je dirais Ah l'attaque ouais, quand même, bah hein. ouais, moi, c'est pareil. Ouais, c'est Ouais, pareil. Moi, je pense que, je sais pas toi, mais cette année, je prends beaucoup plus de kiff à voir jouer les Knicks, en fait. Parce que le ballon bouge, il y a de la vie, il y a de la variété, il y a des choses qui se passent. L'année dernière, enfin, avec Thibodeau, pas que c'était stéréotypé, mais un petit peu quand même. Thibodeau, on kiffait ouais. pas. Là, au moins, on kiffe cette année. C'est ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la défense actuellement est moins bonne que l'an dernier, mais pas parce que la défense était géniale l'an dernier.
Je pense que ça s'explique surtout parce que il y a les blessures, etc., etc. Et ils tentent aussi beaucoup de choses. Donc forcément, c'est beaucoup plus une défense. C'est une approche beaucoup plus proactive que celle de Thibodeau, qui était très prévisible, trop prévisible, qui pouvait être très frustrante parfois. Et voilà. Malgré tout, il faut dire aussi que pour l'instant, part sans possession, les Knicks, malgré toutes les blessures, tout un nouveau système, eh ben, ils ont un meilleur différentiel que l'an passé. Et c'est parce que l'attaque, qui était déjà très bonne sous Tom Thibodeau, est encore meilleure parce que beaucoup plus de mouvements, de cuts. Bon, j'en ai fait une vidéo si ça vous intéresse, un peu pour détailler les petits principes de Mike Brown, même si c'est pas exhaustif, mais ça donne une tendance. En gros, il faut quand même aussi, je pense, pas cracher sur Tom Thibodeau parce que c'était très statique, mais c'était tellement bien organisé et précis que c'était la 5e attaque de NBA. Là, on est plus sur une attaque top 3 cette année du côté de Mike Brown, mais c'est vrai que c'est ça qui marque un peu. C'est vraiment un côté beaucoup plus imprévisible, mais en même temps, je trouve ce qui est agréable, c'est qu'elle garde aussi ce côté très précis tactiquement. C'est pas juste un coach qui balance un peu de la free flow offense et qui s'ajuste jamais. On a vu plein de matchs, celui contre les Wolves, celui contre le Magic, celui contre les Spurs, où il change très rapidement aussi d'options. Et en fait, finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que ce mouvement, c'est plein de choses qu'il n'y avait pas de cordes qu'il n'y avait pas à l'arc des Knicks, l'an passé. Mais tu as gardé aussi ce côté très chirurgical et organisation du terrain sur un pick and roll assez simple parfois. Donc je pense que c'est dur de dire autre chose que l'attaque quand même avec Mike Brown, même si on pourrait peut-être dire le sourire en conférence de presse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a une personnalité aussi qui est... C'est vraiment le jour et la nuit avec Tom Thibodeau, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi. Vraiment, l'attaque, pour moi, c'est ce qui m'interpelle le plus en bien, parce que on prend vraiment, enfin en tout cas personnellement, et je pense que toi aussi, et tous les fans des Knicks, on prend beaucoup plus de kiff à regarder cette équipe des Knicks. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. T'es mon premier invité, donc je suis très content que ce soit toi qui inaugure Fadeaway. Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à aller voir son compte Twitter @pennybergkamp. Je vais vous le mettre dans la description. De toute façon, ce podcast, il sera disponible partout, aussi sur YouTube, donc je vous écrirai le lien de son compte Twitter partout. Voilà, c'est des analyses tactiques, des threads tactiques, etc. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter aussi. Faut donner de la force à la communauté NBA en France, parce qu'il faut donner de la force. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup Baptiste d'être venu et à bientôt peut-être. Merci à toi. Bah, j'espère. Merci à toi de l'invitation pour inaugurer ce podcast et en espérant qu'il y en ait encore plein d'autres. Alors Mike Brown disait en conférence de presse qu'il ne faut pas paniquer et je pense qu'il a raison. Il ne faut pas paniquer. Les Knicks ont effectué un bon début de saison et il ne faut pas tout jeter à la poubelle après seulement 4 matchs. Mike Brown a fait de bonnes choses et a su maximiser son effectif malgré des blessures. On le disait, la blessure de Josh Hart, la blessure de Landry Shamet, la blessure de Miles McBride, lui qui est ultra précieux en sortie de banc, qui a raté pas mal de rencontres à cause d'une blessure à la cheville. Il y a eu aussi Mitchell Robinson qui était en injury management, qui a raté pas mal de rencontres. Enfin bref, les Knicks n'ont pas été épargnés par les blessures. Et pourtant, Mike Brown a fait des bonnes choses malgré tout. La priorité pour New York désormais, ça va être de trouver un moyen de se remettre à gagner tout de suite et surtout de consolider une rotation claire. La saison est encore très longue et il sera très intéressant de suivre de quoi sera fait l'avenir des Knicks, s'il y aura un trade ou non, dans les semaines à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok et aussi disponible sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté. Restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.